partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. Après 5 ans de mise en œuvre, le projet communauté locale d'enseignement pour les femmes et les filles en santé s'évalue. Son coût environ 12 milliards de francs CFA pour atteindre 1,5 million de bénéficiaires. En Guinée-Bissau, les agents en charge de la révision des listes électorales refusent de transmettre les données à la Commission nationale des élections. Ils réclament des salaires impayés. Les experts congolais et rwandais paraphent un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide de Washington. Le texte contient des dispositions telles que le respect de l'intégrité territoriale de la RDC et le désarmement des groupes armés non étatiques. Quand le téléphone installe un mur de méfiance dans un couple, on est nombreux à fouiller dans le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe un petit appareil dont l'utilité n'est point contestée mais qui devient finalement un couteau bien lisse et qui peut fendre pas mal de couples. C'est le grand format de cette édition. Les premiers Jeux de la Confédération des États du Sahel s'ouvrent ce samedi à Bamako pour cette compétition confédérale. 10 disciplines sont retenues dont le football et la lutte traditionnelle. Hors de l'espace AES, la Coupe du monde des clubs se poursuit aux États-Unis. Dans la chronique judiciaire ce jeudi, on vous amène à la découverte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À la tête de cette juridiction continentale, un Malien élu il y a quelques jours. Et c'est tout pour les titres. Il y a 5 ans, le Mali et le Canada lançaient le projet communauté locale d'enseignement pour les femmes et les filles en santé. Les acteurs chargés de sa mise en œuvre font une halte pour évaluer les activités réalisées et les défis rencontrés. L'objectif du projet est d'améliorer l'accès à des soins de santé de qualité adaptés aux besoins d'1,5 million de femmes et de filles. Son coût est d'environ 12 milliards de francs CFA. Retour sur les acquis de ce projet avec Inaba. Le projet a permis d'atteindre plusieurs résultats clés en matière de renforcement des structures de santé, CESCOM universitaire et HD, ainsi que les établissements de formation. Dr Khadija Bokar, directrice du projet clé. Grâce à nos efforts conjugués à tous les niveaux, les soins de santé de qualité et novateurs sont accessibles à toutes les femmes de CESCOM-I, des hôpitaux et districts partenaires et environnants. Un changement est observé dans l'environnement de la formation, la relation enseignant-étudiant et la qualité de formation du personnel de santé. Financé par le Canada, le projet clé est mis en œuvre par un consortium composé de Santé Monde, de Cégep Saint-Jérôme et de l'Université de Sherbrooke. Kyogoma Valérie, chef de coopération Mali-Niger de l'ambassade du Canada. D'une valeur de près de 20 millions de dollars canadiens, le projet clé vise à améliorer l'accès à des soins de santé de qualité et adaptés aux besoins des femmes et des filles. Un des exemples réussis est la mise en place d'un diplôme d'études spécialisées en médecine communautaire et l'appui aux 7 centres de santé communautaires et universitaires, donnant ainsi la capacité au Mali d'offrir à moindre coût en cadre de formation de bonne qualité aux professionnels de la santé de première ligne. De nombreuses femmes et filles en milieu rural ont désormais un meilleur accès aux services de santé et droits sexuels et reproductifs, y compris la planification familiale et le dépistage du col de l'utérus. Meidi Diakité, directeur des Amériques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Sans votre engagement, votre expertise, nous n'aurions pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, notamment son résultat ultime, à savoir faciliter l'accès à des soins de santé de qualité et adaptés aux besoins des adolescentes et des femmes à travers l'amélioration de l'accès à des soins de santé de qualité par le truchement de la santé communautaire. Grâce au projet clé, l'accès aux soins de santé primaires sont beaucoup améliorés dans ces zones d'intervention. 7 centres de santé communautaires universitaires ont appuyé les communautés. Des trophées ont été remis aux bénéficiaires de la région de Kaye, Ségou, Sigasso, Koulikoro et le district de Bamako. Oui, le district de Bamako, voire tout le Mali, se mobilise ce jeudi contre la drépanocytose. C'est à la faveur de la journée dédiée à la lutte contre la maladie, devenue un réel problème de santé publique. Comme en témoignent les chiffres, chaque année, le Mali enregistre entre 10 000 et 12 000 naissances drépanocytaires. Pour y faire face, la réflexion porte cette année sur la formation. Awa Adama Koulibaly nous l'explique. Des douleurs indescriptibles, l'incompréhension, le manque de soutien et le besoin constant de sang. Voici entre autres difficultés auxquelles font face les drépanocytaires.
Cette maladie génétique du globule rouge fait de nombreux morts et handicaps en Afrique et le Mali n'échappe pas aux statistiques alarmantes. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Au Mali, nous enregistrons chaque année 10 000 à 12 000 naissances drépanocytaires. Ce taux de naissance drépanocytaire interpelle dans la mesure où, en absence d'une prise en charge médicale spécifique, 50% de ces enfants ne fêteraient pas leur 5e anniversaire. 5 ans après la déclaration de la drépanocytose comme une priorité de santé publique, le Mali ouvre un centre dédié à sa prise en charge globale. Depuis 2010, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose accompagne les malades. Mais ce n'est pas assez. Il faut une formation. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le thème choisi cette année est la formation, un maillon essentiel de la lutte contre la drépanocytose. Ce thème n'est pas fortuit, puisqu'il entre en droite ligne de la stratégie de lutte contre la maladie à travers la formation d'une masse critique de professionnels afin de rapprocher les soins des soignés. Je sais que des efforts ont été consentis, mais beaucoup reste à faire. Donnons-nous encore la main pour faire face aux défis du moment en matière de lutte contre cette maladie longtemps restée dans l'ombre. À cause de son caractère héréditaire, le dépistage prénuptial et le diagnostic précoce permettent de réduire considérablement l'incidence de la drépanocytose. Sur la scène internationale, au Sénégal, l'ex-chef de cabinet du président Macky Sall, Moustapha Diakhaté, est poursuivi à avoir critiqué le protocole présidentiel dans une émission de télévision. C'est l'usage du mot gougnafié, qui veut dire bon à rien, qui a mis le feu aux poudres. Il est donc inculpé pour offense au chef de l'État. Le procureur a requis hier 6 mois de prison, dont 3 fermes et 200 000 francs CFA d'amende. Moustapha Diakhaté restera en détention préventive jusqu'au délibéré de son procès le 12 juillet et le 2 juillet prochain. En Guinée-Bissau, les agents en charge de la révision des listes électorales refusent de transmettre les données nécessaires à la Commission nationale des élections pour organiser les votes. Ils réclament des salaires impayés. La semaine dernière, c'était les fonctionnaires qui avaient bloqué hôpitaux et écoles. Un nouveau blocage qui fait planer le doute sur la tenue des élections présidentielles et législatives prévues pour le 23 novembre 2025. Madagascar, le gouvernement avance la thèse d'un empoisonnement intentionnel après le drame survenu lors d'un anniversaire en banlieue de la capitale. Une cinquantaine de convives ont été admis en urgence dans plusieurs hôpitaux, tous présentant les mêmes symptômes, vomissements et détresse respiratoire. Le dernier bilan fait état d'au moins 19 morts, tandis qu'une vingtaine de personnes restent dans un état critique. En RDC, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a démissionné hier. Il est poursuivi dans une affaire de détournement des deniers publics. L'ex-ministre dénonce un complot politique visiblement conçu à Kigali et exécuté par certains de ses compatriotes, selon ses propres termes. À la veille de sa démission, il avait rencontré le président Félix Tshisekedi. Aux États-Unis, les experts congolais et rwandais ont paraphé hier un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide de Washington. Un pas important doit désormais être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Ils doivent signer le document le 27 juin avant une possible rencontre au sommet en juillet en présence du président américain Donald Trump. Le texte contient 5 dispositions, parmi lesquelles le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Un mécanisme conjoint de coordination pour la sécurité doit également être mis en place. Enfin, au 7e jour du conflit entre Israël et l'Iran, les bombardements nocturnes continuent. Hier à la télévision, le guide suprême Ali Khamenei a réaffirmé que l'Iran ne s'y rendra jamais. Au même moment, le président américain Donald Trump affirme que Téhéran est entré en contact avec Washington pour négocier, mais ne précise pas une possible intervention américaine. AES, actualité. Au Burkina Faso, le Mogonaba a été fait docteur honoris causa, une distinction qui récompense ses efforts en faveur de la paix, du vivre ensemble et du développement. Une délégation ministérielle a été témoin de cet acte qui honore tous les pays, comme nous raconte Awa Ouedraogo de la radio du Burkina.
palais du Mogo-Naba, toute la cour est présente avec de nombreux invités, dont des représentants des royaumes de Tinkodoué de Bousma pour cette cérémonie solennelle. Le Mogo-Naba Bango, un leader engagé pour la paix, pour le vivre ensemble et partant pour le développement. Les actions du Mogo-Naba inspirent à travers l'Afrique, selon sa presse internationale University de Texas, d'où ces 2 distinctions honorifiques. Professeur Touvé, Prince Gadama. De tout temps en Afrique, il y a eu de grands empereurs. Askia Mohamed, Massa Moussa, Haïlé Sélassié, de tous les empereurs africains en exercice, nous avons vu que c'est le Mogo-Naba qui incarne les valeurs que ses prédécesseurs-là en Afrique ont laissées. Parce qu'en matière de gestion, de leadership, il a des qualités vraiment qui ont marqué notre attention. Le Mogo-Naba Bango est la 2e personnalité en Afrique à être distinguée dans l'ordre exalté après Haïlé Sélassié de l'Éthiopie en 1960. C'est une invite au Mogo-Naba Bango à rester fidèle à ses engagements, selon son porte-parole, le Widi Naba. Ça témoigne du fait que les travaux de Sa Majesté sont reconnus, que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit dans la culture ou bien pour le maintien de la paix. Et c'est tout le Burkina qui est ainsi honoré à travers ces distinctions du Mogo-Naba, indique le ministre en charge de la communication, Peg Douende Gilbert Ouedraogo. C'est une fierté pour le gouvernement qui est venu aujourd'hui féliciter Sa Majesté pour sa grande et haute contribution au renforcement du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix au niveau du Burkina Faso. Nous sommes tous témoins de son investissement personnel, mais aussi de l'investissement de l'ensemble de la chefferie traditionnelle et coutumière au niveau du Burkina Faso. Le professeur Gadama repart avec des souvenirs du Burkina Faso. Il a reçu en retour des mains du Mogo-Naba Bango des présents dont un boubou traditionnel et le chapeau de Saponi. Au Niger voisin, la région de Difa souffre de délestage suite à la panne du principal groupe électrogène de 2 mégas. Le chef de l'exécutif régional en a fait le constat au cours d'une visite sur le terrain. Sans langue de bois, il invite la population à la patience car, dit-il, le retour à la normale risque de prendre plus de temps que prévu. Sur les pas du gouverneur de Difa, Abdraman Boukari de la Voix du Sahel. À travers cette visite, il s'est donc agi pour le gouverneur de la région de Difa de s'enquérir de l'état de fonctionnement de la centrale Nigelec à Difa soumise à ce dernier temps à un système de délestage dû à une panne sur l'un de ses principaux groupes électrogènes. Le général de division Mahamadou Ibrahim Bagadouma, qui a sur place reçu d'amples explications sur la nature de la panne, a tenu à s'exprimer en ce sens. Pour être franc, la panne est si importante et le groupe affecté est d'une puissance de 2 mégas. C'est un manque important pour la région. Ce qui veut dire concrètement que nous sommes d'abord obligés de procéder à des délestages, mais également il faut que la population s'arme de patience car la réparation ou le remplacement de ce groupe risque de prendre un certain temps. Profite donc pour lancer un appel aux autorités nationales, à la direction générale de la Nigelec, afin qu'elle trouve rapidement une solution à ce problème. Autre visite du premier responsable de la région de Difa, les travaux de la grande irrigation qui se poursuivent activement et ce à la grande satisfaction de l'ensemble des acteurs. Je suis heureux de constater que les travaux concernant les canaux d'irrigation sont pratiquement achevés. Le raccordement au secteur de la Nigelec est pratiquement acquis puisque tout le cordage a été fait. Il reste juste à mettre le transfo et raccorder. Malheureusement, comme vous le savez, nous avons un problème de fourniture d'électricité actuellement dans la ville de Difa. Ces travaux qui bénéficient du soutien constant des autorités de la refondation, une fois achevés, feront de la souveraineté alimentaire une réalité au niveau de la région de Difa, qui d'ailleurs renferme un sol garant de la sécurité alimentaire. Quand le téléphone installe un mur de méfiance dans un couple, on est nombreux à fouiller dans le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe par jalousie ou par manque de confiance. Pourtant, cette pratique n'est pas normale. Fouiller dans le téléphone de son partenaire est même interdit par les religions puisqu'il est synonyme de l'espionnage. Le téléphone est un petit appareil dont l'utilité n'est point contestée, mais qui devient finalement un couteau bien lisse qui peut fendre pas mal de couples. C'est le grand format de cette édition, signé Adam Maïga.
Aucune femme ne se laisse emporter par la jalousie au point de fouiller le téléphone de son mari. Visage tourné vers la gauche, le regard perdu dans le vide, le menton posé sur la paume de la main droite. Samake Aïcha Sidibé semble noyée dans ses pensées. 10 années durant, une angoisse profonde a rythmé son quotidien. Elle nous confie d'une voix tremblante ce qui l'a tant tourmentée. Je fouillais souvent le téléphone de mon mari. J'étais trop jalouse. Je voulais m'assurer qu'il ne me trompait pas avec d'autres femmes. À cette époque, il y avait beaucoup de malentendus entre nous. Il discutait souvent avec des filles. C'était trop douloureux à supporter. Aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel d'instaurer la confiance mutuelle et de respecter la vie privée de son conjoint. Une histoire qui n'est pas isolée. Jafar Cham, lui, a vécu la situation inverse. Marié, puis divorcé, il se souvient des moments où sa femme manipulait sans cesse son téléphone. Elle connaît le code qui débrouille mon téléphone. Demander mon téléphone, par exemple, pour passer un appel ou faire quelque chose, elle profite pour fouiller, pour voir qu'il n'y a pas de message de fille ou bien encore que je n'ai pas de discussion avec des discussions suspectes avec certaines filles. Je ne me reproche rien, il n'y a rien de suspect dans le téléphone, mais elle peut souvent mal interpréter les messages de certaines amies, par exemple, ou certaines cousines. Elle ne cherche pas à comprendre et elle se dit que ce sont peut-être des copines. La jalousie excessive, le manque de confiance, les changements de comportement ou encore l'absence de communication, autant des raisons qui poussent certains à fouiller les téléphones de leur partenaire. Mais à quel prix? Nene Sako, conseillère matrimoniale. Tout récemment, une femme m'a appelée en larmes. Elle avait décroché le téléphone de son mari, pensant que c'était juste une simple conversation. Mais à l'autre bout, une dame lui a crié dessus et l'a insulté. À ce moment-là, son mari était malade. Elle est restée sans voix, choquée par la scène. Et puis, il y a cette dernière dame, elle était à la fois triste et rieuse. Elle se plaignait du manque d'affection de son mari. Il ne lui disait jamais un mot doux, ne lui témoignait aucune attention. En islam, cette pratique est d'ailleurs formellement interdite. Fouiller le téléphone de son conjoint est considéré comme un péché. Moussa Massire Soukouna, islamologue. Allah Azza wa Jalla dit dans le Saint-Coran, il dit dans la sourate Al-Hujurat, ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas. Le mot tajassasu, qui signifie l'espionnage, signifie fouiller aussi, chercher les fautes, les secrets. Donc c'est exactement ce qui signifie fouiller dans un téléphone de quelqu'un sans son consentement. Donc dans ce verset, on interdit fermement la fouille dans les affaires cachées des autres et l'investigation dans leurs affaires intimes. Sidi Mohamed Samake, sociologue. Les conjoints doivent essayer ensemble de définir les limites de l'usage que l'autre peut faire de son téléphone, définir aussi les sanctions en cas de violation de ces limites-là. Alors cela va résoudre pas mal de problèmes. Certains préfèrent s'éloigner du téléphone de leur partenaire pour préserver la paix. D'autres choisissent de faire confiance simplement. Et puis, il y a des foyers comme celui de la famille Diarra où le téléphone est utilisé comme un bien commun. Sidiki Diarra, chef de famille. Moi, personnellement, je peux utiliser le téléphone de ma femme parce qu'entre nous, réellement, il y a la confiance. Souvent, même si elle n'a pas de crédit, elle peut prendre mon téléphone pour faire ses appels. Kouate Urokia Traoré, ménagère. Je ne connais pas son code et je ne l'ai jamais cherché à le savoir. En plus de ça aussi, je n'ai aucun doute sur lui qui me pousse à aller fouiller dans son téléphone parce que je lui fais confiance. Une habitude que la religion chrétienne recommande, à condition qu'elle repose sur la transparence et non sur la méfiance. Robert Sangaré, pasteur. De façon volontaire, l'homme peut ne pas toucher le téléphone de madame ou même fouiller dans son téléphone, mais de façon volontaire. Sinon, il n'y a pas un interdit, il n'y a pas une partie de la Bible qui dit que voilà, l'homme ne doit pas toucher ou fouiller dans le téléphone de la femme, vice-versa. Ça n'existe pas. Le téléphone, outil de communication, devient parfois source de division. Qu'il soit vu comme un bien privé
ou une propriété commune, son usage dans le couple mérite réflexion. Car au fond, ce n'est pas le téléphone qu'il faut protéger, mais bien la confiance. Sport, les premiers Jeux de la Confédération des États du Sahel s'ouvrent le samedi prochain à Bamako. Pour cette compétition confédérale, 10 disciplines sont retenues, dont le football, la lutte traditionnelle et l'athlétisme. Hors de l'espace AES, la Coupe du monde des clubs se poursuit aux États-Unis. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul. Les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel AES auront lieu du 21 au 28 juin prochain ici à Bamako. 10 disciplines sportives sont retenues pour la compétition. Ces Jeux auront lieu au Palais des Sports Salamatou Maïga, le stade Mamadou Konaté et le stade du 26 mars de Irimadjo. Les disciplines retenues sont le football U17, la lutte traditionnelle, le bras de fer sportif, les tirs à l'arc, les tirs sportifs, l'athlétisme, le judo, le karaté, le kung-fu wushu et le taekwondo. 500 participants avec athlètes, encadrement, officiels techniques et autres acteurs sont attendus. 3 champions du monde dans leur catégorie et discipline sont les ambassadeurs des premiers Jeux de l'AES. Iron Bibi du Burkina Faso, Abdourazak Issoufou Alphaga du Niger et Dabamourou Keïta du Mali. Ces premiers Jeux de la Confédération des États du Sahel AES sont placés sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, président en exercice de l'AES, le général d'armée Assimi Goïta. Sur le continent CHAN 2025, initialement disqualifié par le jury disciplinaire de la CAF, le Congo est finalement repêché. Après les 2 rencontres éliminatoires disputées face à la Guinée équatoriale au mois de décembre dernier, les Équato-Guinéens avaient déposé un recours auprès de la CAF, accusant le Congo d'avoir aligné des joueurs sans présenter leur licence. La CAF a alors jugé les joueurs illégibles et donné les 2 matchs gagnés sur tapis vert à la Guinée équatoriale. Ainsi, mardi, une bonne nouvelle est arrivée pour le Congo, avec la notification de la commission d'appel de la CAF qui a confirmé la qualification du Congo après réexamen du dossier. Les Diables Rouges reprennent ainsi leur place dans le groupe D en compagnie du Sénégal, du Soudan et du Nigeria. Le tournoi a été décalé au mois d'août et se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. L'actualité dans le monde est dominée par la Coupe du monde des clubs FIFA États-Unis 2025. Plusieurs rencontres ont été disputées. Considéré comme l'un des favoris de cette compétition, le Real Madrid d'Espagne, 15 fois champion d'Europe, a été tenu en échec par Al Hilal. Les Anglais de Manchester City ont dominé les Marocains de Wydad Casablanca, l'un des représentants du continent, par 2-0. Les Mexicains de Monterrey et les Italiens d'Inter Milan ont partagé les points, 1 but partout. Déjà mardi, les Argentins de River Plate ont battu les Japonais d'Uraman Red Diamond par 3-1. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, une autre formation du continent, a battu les Sud-Coréens du Sen Hyundai par 1-0. C'est la première victoire des représentants africains dans cette Coupe du monde des clubs. Les Tunisiens de l'Espérance se sont inclinés 0-2 devant les Brésiliens de Flamengo. La leçon de sport de ce jeudi nous parle des officiels de table à handball. Les officiels de table sont des acteurs du match qui doivent rester attentifs et concentrés sur leur mission. Une mission d'assistance des arbitres qui, dans tous les cas de litige, ont autorité pour prendre les décisions adéquates. La leçon de sport du jour, c'est avec Isaac Tchenou. Pour la rencontre de handball, la présence d'un secrétaire de table au marqueur et d'un chronomètre est obligatoire. Ils ne sont pas choisis au hasard, nous dit Amadou Baïga, entraîneur de handball. Lors d'un match de handball, il y a des délégués sur la table, dont un marqueur et un chronométreur. Ce sont des gens qui doivent maîtriser les règles du jeu, choisis parmi les anciens arbitres ou d'anciens joueurs de haut niveau. Ces personnes sont durant le match les assistants de l'arbitre. Elles ont un rôle très important dans le bon déroulement de la rencontre. Ils aident les arbitres à diriger un match quand il y a des anomalies sur le terrain qui n'ont pas été vues par les arbitres, ils le signalent. Parmi ces fautes, il y a les mauvaises rentrées, les coups d'antisportivité. Ils suivent les avertissements, les exclusions de 2 minutes de disqualification. Les hommes de la table suivent l'application des règles au-delà du terrain, précise Amadou Maïga. Les délégués ont le contrôle du temps de jeu des tamons. Généralement, c'est eux qui suivent l'application des règles de jeu en dehors de l'heure de jeu.
Il y a également un délégué de match qui joue un rôle prépondérant en handball. Le supérieur est généralement un membre du bureau fédéral. Il travaille avec les arbitres et les délégués. Et c'est lui qui a la responsabilité de la rencontre. Il veille sur les bandes de touche afin que le règlement soit respecté. Quand les entraîneurs refusent de respecter les règles, il peut appeler les arbitres et demander une sanction pour l'entraîneur en question. C'est lui qui veille à la protection de tous les acteurs de la rencontre. En cas d'incident, c'est lui qui doit intervenir. En cas de litige, la table de marque n'intervient qu'à titre consultatif. La décision finale appartient aux deux arbitres de jeu. Chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, allons à la découverte ou redécouverte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une juridiction continentale. À ce jour, 34 États membres ont ratifié le protocole établissant la Cour. Parmi eux, seuls 8 ont déposé une déclaration par laquelle ils acceptent la compétence de la juridiction pour examiner les requêtes déposées par des particuliers et des ONG. Il y a quelques jours, notre compatriote, Dr Modibo Sakho, a été élu à la tête de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Garibou Pérou l'a rencontré. Au sommet de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on voit le Mali. L'une des plus hautes institutions judiciaires du continent est désormais dirigée par notre compatriote. Il s'appelle le Dr Modibo Sakho. Dans les silences des salles d'audience et la rigueur des textes, notre concitoyen, magistrat de grade exceptionnel, nous plonge dans les coulisses d'une justice panafricaine. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée par un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adopté à Ouagadougou en juin 1998. Le protocole est entré en vigueur en 2004 et la Cour a commencé ses activités en 2006. Elle est la seule juridiction continentale ayant pour compétence, pour mission, d'assurer la protection juridictionnelle des droits de l'homme en Afrique. Au sens de l'article 3 du protocole qu'elle a créé, la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la charte, du protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme. Dans le cadre de cette compétence, la Cour rend des ordonnances, y compris des ordonnances de mesures provisoires et des arrêts qui doivent être mis en œuvre pour une protection effective des droits de l'homme. Bien que complémentaire, il y a une différence entre la Cour et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Celle-ci enquête, alerte et formule les recommandations. En revanche, celle-là rend des décisions judiciaires. La Commission, à la différence de la Cour, ne rend pas de décisions qui a un caractère obligatoire. Les décisions rendues par la Commission sont appelées des recommandations. Je dois par ailleurs indiquer que, s'agissant de la Cour, il existe une différence avec la Commission en ce sens que la Cour rend des arrêts qui, au sens de l'article 30 du protocole, ont un caractère obligatoire et dont l'exécution est une chose obligatoire pour les États. Les requêtes peuvent venir des États, des ONG accrédités ou même des individus. Une fois reçue, chaque requête est examinée sur la recevabilité puis jugée sur le fond. Il faut que la requête soit dirigée contre un État ayant ratifié le protocole, que les recours internes aient été épuisés et qu'elle ne soit pas manifestement infondée ou en cours d'examen devant une autre instance internationale. Lorsque la Cour reçoit une requête, elle la communique à l'État contre lequel la requête est dirigée. La Cour donne aussi copie de la requête aux États membres de l'Union africaine. L'État contre lequel la requête est dirigée, nous l'appelons dans la terminologie prévue au niveau de nos textes, l'État défendeur qui dispose d'un délai de 90 jours pour déposer sa réponse. Par ailleurs, la requête doit remplir certaines conditions pour être déclarée recevable. Il s'agit entre autres d'indiquer l'identité de leur auteur, c'est-à-dire l'auteur de la requête, de la demande, même si celui-ci demande à la Cour de garder l'anonymat. La requête doit être compatible avec la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui appelée l'Union africaine. La requête ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'État mis en cause des institutions de l'Union africaine. La requête ne doit pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse. Inspiré par un profond sens de la justice et des devoirs, c'est lors de la 77e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que Dr Sakho a été élu président pour un mandat de 2 ans renouvelable. Cette élection, en plus de la reconnaissance du mérite, est un réel succès diplomatique.
C'était la chronique judiciaire et c'était la signature de Garibou Pérou. Chronique qui met d'ailleurs un terme à cette première édition de Mali Actualité qui vous a été servie par un trio. Alou Koulibaly à la mise en onde, Badji Touré à la mise en ligne et au micro, Brahma Traoré. Après la page météo s'installe Moussa Koulibaly pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à vous, où que vous soyez. Karim Kaba.